Après avoir répondu à plusieurs questions qui commencent par le mot « quel », c'est-à-dire quel besoin de formation, quel public, quels objectifs pédagogiques, quel contenu, maintenant, il faut se poser d'autres questions qui commencent plutôt par le mot « comment ». Et la première de ces questions est « comment faire pour mettre en forme les contenus et créer des activités à proposer aux apprenants ?» Pour répondre à cette question, il faut chercher les bonnes méthodes et les bons outils pédagogiques qui nous permettront de mobiliser les apprenants et de nous conduire vers les fameux objectifs pédagogiques. À ce stade, il y a une question importante qui se pose. Allons-nous privilégier des activités d'apprentissage plutôt centrées sur la théorie ou plutôt centrées sur la pratique? Le sens commun a souvent tendance à opposer la théorie à la pratique. Parce qu'on nous a dit un jour que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Mais bien que l'intérêt pédagogique de la pratique soit indéniable, il faut savoir que lorsqu'il forge, le forgeron, il met en pratique ce qu'il est en train de penser, c'est-à-dire qu'il utilise une théorie d'action, lui permettant de réfléchir, de prendre des décisions pour enfin forger correctement sa pièce. En matière de formation, il est très important de faire la distinction entre la finalité, c'est-à-dire l'apprendre, et les moyens, c'est-à-dire la pédagogie. Il faut savoir que l'apprentissage est toujours la conséquence d'une théorisation individuelle plus ou moins consciente. Et la pratique est un moyen parmi d'autres pour donner un sens concret à la théorie. Donc, arrêtons de mettre en concurrence théorie et pratique, car l'une a besoin de l'autre. Et leur complémentarité s'explique par leurs respectives faiblesses. Le principal point de faiblesse de la pratique réside dans sa difficile reproductivité en l'absence d'une théorisation, mais aussi par le fait que toute action est automatiquement précédée par une réflexion, ce qui veut dire que la qualité de l'action dépend automatiquement de la qualité de la réflexion. Je vais maintenant vous poser une question. Vous sentiriez-vous en sécurité à bord d'un avion piloté par un autodidacte, ayant déjà effectué plusieurs milliers d'heures de vol, mais n'ayant aucune connaissance en météorologie ou en mécanique de vol? À vous de voir, mais personnellement, je ne serais pas très à l'aise. D'un autre côté, la principale faiblesse de la théorie peut se résumer à une phrase, écrite un jour par un pédagogue assez connu, pour qui la formation trop théorique consiste à donner des réponses à des questions que les gens ne se posent pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que les concepts fortement abstraits ne peuvent pas avoir de sens pour une personne totalement privée d'expérience. C'est donc après une première expérience que l'individu se posera des questions sur ce qui s'est passé et sur comment faire évoluer sa façon de faire les choses. Je vais maintenant vous reposer la même question de tout à l'heure, mais avec un changement de pilote. Est-ce que vous vous sentiriez en sécurité à bord d'un avion piloté par le plus brillant étudiant de l'école de l'air qui s'assoit pour la première fois dans un cockpit? La question est différente, mais je pense que la réponse est la même. Dans les deux cas de figure, on prend un risque considérable. Donc, il ne faut pas se poser la question théorie ou pratique. Il faut plutôt dire théorie et pratique. La vraie question est plutôt comment les articuler, avec quelle logique? Je vais essayer d'y répondre avec la roue de la pédagogie active, qui explique le processus d'apprentissage grâce à l'action. La première étape du processus de la pédagogie active consiste à apprendre comment agir. Il s'agit donc d'une étape théorique. On vient de le dire, avant d'agir, nous réfléchissons toujours à comment agir et la qualité de l'action dépend forcément de la qualité de la réflexion. Donc, dans cette étape, on apprend pour pouvoir agir. Ensuite, l'action a lieu et l'apprentissage qui va avec.
c'est-à-dire l'apprentissage de l'expérience, qu'on appellera l'apprentissage dans l'action. Et à la fin de l'action, on peut évaluer les résultats et en tirer des conséquences. Et c'est dans ce sens que l'action est intéressante pour l'apprentissage. Mais si on ne se donne pas la possibilité d'analyser de manière approfondie ce qui s'est passé pendant l'action, de comprendre les causes des erreurs, mais aussi les raisons des réussites, et de réfléchir à comment agir de manière encore plus efficace, l'apprentissage issu de la pratique sera partiel, parce que il se passera d'une étape fondamentale de la pédagogie active qui s'appelle le feedback. Le feedback est donc la troisième étape où l'on apprend à partir de l'action. Si nous voulons mettre des chiffres approximatifs sur la valeur de chaque étape, je dirais que 15% de l'apprentissage a lieu dans la première étape. 15% également pour la seconde étape, c'est-à-dire l'action. Ça semble peu, c'est vrai, mais quand nous agissons, nous sommes plus concentrés sur la performance de l'action que sur l'apprentissage. Et enfin, 70% qui reste est appris grâce au feedback et pendant la réflexion et la remise en question que le feedback rend possible. La mise en place d'une pédagogie active efficace exige du temps, vous l'avez compris, mais aussi de l'engagement de la part des apprenants. L'engagement peut être défini comme une décision de dépenser du temps et des énergies dans une certaine activité. Étudiée par les spécialistes des jeux vidéo, la boucle de l'engagement explique comment on peut amener des personnes à s'engager pleinement dans une activité. Et quand on observe le comportement des gens assis dans les transports en public devant leur smartphone ou leur tablette, on peut considérer que les concepts issus de cette boucle sont tout à fait réalistes. Le principe de base est très simple. Il s'agit d'attirer l'attention, aussi longtemps que possible, sur une tâche et donner du plaisir en même temps. La première étape de la boucle est la motivation, qui est la raison qui va pousser l'apprenant à s'intéresser à ce que vous lui proposez. Les concepteurs de jeux vidéo sont très forts pour envoyer des éléments déclencheurs de motivation sous la forme de teaser, par exemple. Dans le milieu qui est le nôtre, c'est un peu différent parce que, je le dis souvent et je le répète ici, que la motivation à apprendre doit se construire avec le management et en amont de la formation. La deuxième étape est l'action, qui doit être intéressante, pertinente et plaisante. On sait très bien que les apprenants aiment bien les jeux pédagogiques parce qu'ils apprennent en s'amusant. L'action doit être suffisamment facile pour ne pas exiger un effort trop important, mais elle ne doit pas manquer de challenge pour être assez stimulante. Et on termine encore une fois avec le feedback, qui est le retour que vous faites aux apprenants sur les résultats de leur action. Je mets l'accent sur le feedback car il est essentiel dans la pédagogie active et il doit être bien réalisé. Parce que c'est le feedback qui génère l'envie de s'améliorer et donne envie de continuer à s'engager dans la formation. Voici quelques éléments d'un feedback efficace. Le feedback doit tout d'abord être immédiat, ou le plus rapidement possible avec l'action. Il doit indiquer clairement à quelle situation précise de l'action il se réfère. Il doit mettre en évidence les aspects positifs de l'action. Et bien sûr, il doit proposer des idées pour s'améliorer. Selon le type et la durée de l'action, pour ne pas casser la boucle, le formateur doit effectuer des feedbacks intermédiaires, parce que selon les spécialistes des jeux, une boucle dure seulement quelques minutes. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles et vous donneront de nouvelles idées pour mieux articuler théorie et pratique dans vos formations.